toutes et à tous, bienvenue pour ce 22e épisode de la 8e saison de Cold Facts. On commence dans le vif du sujet puisque ce soir il y a un Lausanne-Genève. On commence par parler de Lausanne. Est-ce qu'on peut utiliser le mot crise? Non. Par contre, il y a des turbulences, et il y a des turbulences notamment aussi au niveau des gardiens. Deux très bons gardiens du côté de Lausanne, Kevin Pache, Connor Hughes, et visiblement, il y a des rumeurs comme quoi Bern serait intéressé, Zug peut-être pourrait imaginer l'après Genoni avec Kevin Pache. On en parle. On passe à Genève après, qui fonctionne vraiment très très bien. On va regarder si tout est aussi rose que ça du côté de Genève. Pourquoi ça marche aussi bien? On enchaîne après les paris sportifs avec Gauthieron et grâce à HV71 et Fribourg, on a une news, c'est l'arrivée immédiate de Jamiro Reber que Fribourg avait signé dès la saison prochaine. Il vient plus tôt que prévu. Junior qui est passé par Langnau, fils de Jörg Reber, qui va rejoindre Fribourg et qui pourra déjà être aligné le week-end à venir. Et puis après, on passe à Bienne, qui aurait dû gagner ce match contre Berne. Alors c'est bien joli de battre Davos, mais là, ils vont jouer contre Ambry. Encore un match hyper important face à un adversaire direct. Il ne faudra pas se planter cette fois-ci. Dans ce qui nous a fait mousser, c'est la patinoire à Milan qui a pu être, si ce n'est inaugurée, en tout cas, ils ont pu jouer des matchs de Coupe d'Italie. Greg y était. Et puis on termine avec Ajoie. Ou bien malheureusement, on a un peu l'impression que c'est toujours la même chose avec Ajoie. C'est pas si mal que ça. Ils ne se prennent pas des tôles, mais ils ne gagnent pas. Et on est en train déjà de se préparer pour le play-out. Salut Greg. Salut Jean-Fred, comment ça va? Ça va bien, pis toi? Mais ça va pas mal. On continue notre marathon jusqu'aux Jeux Olympiques avec beaucoup de matchs qui s'enchaînent, des matchs tous les soirs, on comprend pas le calendrier. Vraiment pas alors? On doit faire nos lignes K Manager tous les soirs, il y a des équipes qui jouent au cul du monde un vendredi soir, qui jouent à la maison le lendemain, après il y en a d'autres qui jouent pas pendant une semaine avant de jouer 3 matchs en 2 jours, enfin c'est une catastrophe. Willy veut clean, j'écoute. Alors je crois que le pauvre il y peut pas grand chose. Nous on n'est pas les plus à plaindre dans l'histoire, on a du hockey quasi tous les soirs. D'ailleurs ce mardi soir il n'y avait pas de match de hockey, j'étais tout perdu. Il y avait juste ce match de Zug en Ligue des Champions, moi j'étais là, ouais la belle affaire. Heureusement qu'il y avait au moins de Zug et pas, c'était pas les demi-finales de Coupe de Suède. Grâce à Zug, mais malgré ça j'ai pas réussi à m'en passionner, je dois t'avouer. Ouais. C'était sûrement très intéressant, mais je veux ma National League, je veux mes Langnau Rapperswil, embêtez-moi pas avec Linus Mark qui vient jouer à Zug. Oh. Et qui a Zug qui a perdu, je crois, 3-2, c'est la seule occurrence qu'on aura de Zug dans cet épisode. On va d'abord s'intéresser à Lausanne. Oui. Pour une raison évidente, il y a match dès ce mercredi soir, on enregistre avant. Donc tout ce qui va être dit maintenant va être caduc quand Lausanne a gagné 17-0, parce que c'est pas un score impossible dans un derby lémanique dans 2 heures, c'est ça? Ou alors ce qu'on va dire a quand même une valeur, parce qu'en un match on n'efface pas tout. On espère que ce qu'on va dire aura quand même une valeur, ne serait-ce que historique, de voir... parce que... Les pignoufs, t'as vu ce qu'il disait avant? Avec des défaites qui se sont enchaînées pour Lausanne, avec un sentiment même. Des fois, il y a eu cette victoire 7-0 contre Zug qui a peut-être masqué, où on se disait « Ah, Lausanne, finalement, c'est récupéré ». Puis en ce moment, on sait que c'était compliqué, on avait dit aussi, mais on peut pas à chaque fois dire oui, mais le calendrier, parce que tu le disais avant, il y a certains clubs qui vont jouer pas pendant une semaine, puis après 3 matchs comme ça. Donc Lausanne a vraiment pas été aidé aussi par la Champions League. Mais maintenant, c'est stop. Ils ont des blessés, il y a les autres clubs qui en ont aussi, peut-être qu'ils en ont un peu plus, certes, mais c'est pas non plus, ils peuvent pas dire on n'a pas eu Rochette, Tcharnik et je sais pas, Brenström pendant 10 matchs, où tu pourrais dire là quand même, c'est vrai que c'était compliqué. Est-ce qu'on peut parler de crise? On l'avait déjà pas abordé, on avait déjà évité ce terme-là lorsque Lausanne avait connu une passe qui était aussi de 5 matchs où c'était un peu mezzo. J'ai l'impression que on va pas parler de crise comme ça, mais il y a quand même des choses qui sont concernantes, ou en tout cas qui peuvent être potentiellement inquiétantes. Concernantes. C'est tellement anglais. C'est terrible. Jean-Frédéric de Drummondville. C'est concernant. C'est inquiétant.
C'est inquiétant. Ouais. Je sais même pas si on peut dire que c'est inquiétant. Ça fait se poser des questions plus qu'avant. On avait l'impression que Lausanne, on se posait pas tellement de questions. Là, ça fait regarder derrière. Tu sais, il y a eu quelques matchs à la suite où je suis allé au vestiaire du Lausanne HC poser des questions. Puis souvent, le discours, c'était les bonnes équipes find a way. Trouvent un moyen de gagner le match, même si elles sont pas bonnes, elles trouvent un moyen. Et quand tu dis ça cachait peut-être un petit peu certaines lacunes, c'est effectivement d'un point de vue individuel ou peut-être le powerplay sortait de la gonfle à un certain moment. Et est-ce que quand Jeff Ward dit là on a perdu, peut-être ça nous fera pas de mal d'en perdre une fois parce que il y a certaines mauvaises habitudes qui se sont installées ces derniers temps du côté du Lausanne HC et donc il faut un petit réveil dans ce vestiaire. Là j'ai l'impression que depuis qu'on a côtoyé Jeff Ward, à savoir depuis son arrivée en 2022, il est toujours à protéger son équipe, à pas aller trop haut, trop bas aux interviews. Des fois, il nous remet à notre place en tant que journaliste parce qu'il préfère protéger son équipe et il préfère dire on va jouer un match 5. Quand il perd à Langnau en playoff, puis il le répète pendant toute l'interview, puis à aucun moment il va charger ses joueurs. Et là, il me semble qu'il y a un tout petit changement. Il est pas radical, mais là, il commence à y avoir des petites pics. Je l'ai lu dans l'interview chez Cyril Pache dans le 24 heures, où il dit quand même... les gens dans le vestiaire doivent un peu se réveiller. En fait, si on lit entre les lignes, il y a des petites ça se craquelle un petit peu du côté des NHC. Et je l'entends, et Jeff Ward a suffisamment d'expérience. Et moi, c'est pour ça que j'ai essayé d'analyser lundi la tendance du moment lausannoise. Et quand même, le point positif, c'est Jeff Ward derrière le banc. Depuis qu'il est là, il nous a donné il a acquis le bénéfice du doute d'être capable de faire quelque chose avec cette équipe, de la faire se relever quand il y a des phases difficiles. On l'a vu, comme tu disais avant, plus tôt dans la saison, il y a déjà eu un moment, comme tu disais, on n'a jamais parlé de crise parce qu'il me semble qu'on essaie de ce mot, on le garde pour les cas extrêmes, c'est pas le cas en ce moment. À Berne, par exemple, on pouvait clairement parler de crise. À un moment, oui, tu peux. Là, c'est pas le cas. Par contre, oui, là, il y a une petite urgence. Pour la première fois depuis un moment, il y a une urgence autour du Lausanne HC. Et moi, il y a un chiffre que je trouve assez parlant. Lausanne, sur la saison, a 9,29 buts en powerplay par 60 minutes de powerplay. 9,29. Si tu regardes sur les 10 derniers matchs, donc 9,29, ça inclut même ces 10 derniers matchs. Hein. Si tu regardes les 10 derniers matchs, et donc Lausanne était premier avec ce 9,29. Les 10 derniers matchs, Lausanne est à 2,40 buts par 60 minutes. Donc c'est quasi 4 fois moins de buts marqués en powerplay avec le même temps de glace à 5 contre 4 ou 5 contre 3. Est-ce qu'à un moment, le 9 et quelques était trop élevé ? Je pense que Lausanne était trop bien payé avec plus de 20% de réussite au shoot en powerplay. Maintenant, c'est l'inverse. C'est une bête régression qui est en train de se passer du côté de Lausanne. Les joueurs sont un peu les mêmes, parce que même quand on peut dire Suomela n'est pas là, mais oui, mais Suomela n'était pas là une sacrée partie de la saison. D'autres joueurs ont pris le lead, d'autres joueurs ont su faire tourner ce powerplay. Brännström n'est pas devenu zéro en 3 semaines. Théo Rochette n'a pas arrêté de savoir marquer des buts. Par contre, est-ce qu'à un moment, le puck qui passait juste au-dessus de la jambière touche le haut de la jambière maintenant du gardien ? Est-ce que les petits détails dont on nous parle tant souvent sont un peu en train de tourner contre Lausanne actuellement ? Et ça se paye parce que finalement, Lausanne n'avait pas la même marge que les années précédentes. J'ai l'impression cette année dans les victoires, même si on a eu des très belles soirées. Je pense justement à ce que tu disais, le 7-0 contre Zug, mais même ce 7-0 contre Zug, rappelons-nous quand même qu'après un tiers, je l'ai dit juste après, sauf erreur. Il y a 1-0 Lausanne, mais... Voilà, il pourrait y avoir un avantage pour Zug où on serait pas choqué. Derrière, ça a déroulé. C'est justement ce jour-là, la machine a complètement fonctionné. Puis il y a quelques craquelures, on va dire. Maintenant, faut pas négliger le fait que Elner est toujours pas là, Suomela est absent. Prassel est pas là, Jäger est pas là. Ah oui, Jäger il fait pas une bonne saison, mais c'est quand même un joueur important. C'est probablement un des meilleurs attaquants défensifs quand même. Je regardais ses statistiques pas plus tard que ce matin et je me disais ok, il est pas offensivement, ça va pas, mais comme centre de 3e ligne, quand tu dois peut-être en expected goal against, c'était quand même pas le pire de Lausanne et de loin. Donc ça veut dire qu'il y a du potentiel pour améliorer par petites touches finalement. Mais il y a quand même des joueurs, je pense notamment à Jason Fuchs qui peut-être à 5 contre 5 devrait aussi être plus productif.
J'ai l'impression qu'en powerplay, on le voyait de temps en temps, on se dit Fuchs, il a marqué, il est là. C'est pas le même impact qu'un Ria, par exemple, dans le jeu lausannois, voire même d'un Théo Rochette, mais je pense plus à Ria qui est plus... qui est meilleur, et le meilleur attaquant lausannois à l'heure actuelle, je dirais, si on prend purement les stats, et quand on regarde aussi, Oksanen ne déçoit presque jamais. Et c'est drôle parce que c'est peut-être celui qui va pas rester, où Lausanne va se dire il faut qu'on aille ailleurs. Et on avait compris la volonté de John Foust d'aller sur du plus rapide, sur du technique, c'était son choix. On se disait, mais on n'a pas peut-être besoin d'un gars un peu qui physiquement, qui peut juste encaisser et protéger, entre guillemets. C'est peut-être une vision archaïque du hockey sur glace, mais je ne demande pas un type d'1m95, 105 kg qui ne sait pas patiner, mais plus de quelqu'un qui peut faire un peu de place pour les artistes sur la glace. Et j'ai l'impression qu'Oksanen est pas le pire en ce moment. Non, je suis d'accord. Après, voilà, c'est maintenant la question, ça va être qui sont les hommes forts dans ce vestiaire lausannois, parce qu'il y en a quand même quelques-uns qui sont partis durant l'été passé, et ces joueurs-là, ceux qui sont capables de reprendre l'équipe sur leur dos, puis dire bon les gars maintenant... Est-ce qu'un Brännström peut le faire Ouais, mais j'ai pas la réponse à cette question. Je ne l'ai pas. Par contre, ce que je sais, c'est que Glauser est parti, Frick est parti, Kenyager est absent. Raffel est parti. Boson, même si c'est pas forcément un leader de vestiaire, j'ai l'impression, mais c'est quand même une tronche, on va dire ça comme ça. Et moi, je me pose toujours la question, justement, après une défaite, à qui j'ai envie de parler. Et actuellement, est-ce que j'ai envie de parler à Damien Ria? Je l'aime beaucoup, je pense que c'est quelqu'un qui est intéressant à l'interview, mais est-ce que ça va être le Noah Rudd que tu as à Genève qui t'as envie d'aller... Ou le Julien Sponger. Voilà, ou de Gaëtan Haas. Je suis pas sûr, mais... Par contre, il est capitaine pour la première année. Là, on parle de joueurs qui le sont depuis de nombreuses années. Oui. Et il doit grandir dans ce costume-là qu'on lui a donné en début de saison. Et je pense pas que c'était usurpé. Mais c'est maintenant, justement, où moi, j'attends de ce genre de joueurs. Je dis pas qu'ils viennent au micro puis qui lancent des jurons. Hein. Je suis pas là. Mais je pense que c'est dans le vestiaire. Quelle est l'importance de ces joueurs-là? Qui va prendre la succession des leaders d'avant? Il y en a sûrement qui étaient peut-être cachés par le leadership de certains auparavant, ils doivent prendre cette place. Quand tu gagnes, quand tu enchaînes les victoires, c'est pas important. C'est le groupe, c'est le bloc collectif qui va de l'avant, puis ça roule. Et voilà, là actuellement, le bloc collectif, il est un peu en train de se casser les dents. Et justement, c'est là où il faut relancer la machine. Et qui vont être ces hommes? C'est ça qui va pas mal m'intéresser ces prochains jours. Et notamment ce mercredi soir avec la réception de Genève. Ouais, mais moi, j'ai dit le nom de Brännström à dessein en disant... On a vanté ses qualités. Il est fantastique sur la glace. C'est quand tout fonctionne, qu'offensivement ça marche. Maintenant, est-ce que c'est le joueur qui va prendre les autres? Nikou, la même chose. Est-ce que Nikou peut dire aux gars, bon maintenant les gars, on y va. Allez, on y croit. Est-ce que Tcharnik, est-ce que Kadjula, et là je prends quasiment que des étrangers, parce que les Suisses, tu les as cités. Théo Rochette, il est jeune encore, il est de 2002. Kevin Pache, il est jeune quand il joue. Et ce serait pas juste de leur donner, de leur demander. Soit, tu disais Noah Rudd, peut-être que même quand il avait 23 ans, Noah Rudd, il pouvait faire ça en disant allez, on y va. Je suis pas certain que des jeunes de 23 ans à Lausanne aient assez de bouteilles pour faire ça et pas en termes de qualité sur la glace, mais vraiment, tu le disais, en qualité de voix dans le vestiaire. Ça va être intéressant. Là, j'ai pas de réponse définitive. De toute façon, je pense que la réponse définitive, on ne l'a pas actuellement, dans le sens où c'est aussi nouveau pour pas mal de ces joueurs. Et c'est pour ça que je dis volontairement le nom de Damien Ria, qui doit prendre ce rôle maintenant. C'est nouveau pour lui. C'est peut-être aussi une des premières fois où il doit, avec ce C sur le maillot, être le porte-voix ou le relais de l'entraîneur dans le vestiaire, parce que c'est aussi à ça que sert un capitaine. Et ça va juste être très intéressant. Et cette zone de turbulence, on va appeler ça comme ça, justement, t'as dit le mot, tu l'as pas dit, justement, ce mot crise, je trouve qu'il va faire un peu gaffe, mais cette zone de turbulence claire dans laquelle Lausanne est actuellement peut potentiellement aussi révéler certains leaders. Moi, il y a un autre sujet, évidemment. Turbulence, tu parlais, j'allais te relancer là-dessus. Sur lequel j'ai envie de parler un petit peu, c'est une info / rumeur. C'est une rumeur, c'est pas une info vu qu'il se passe rien, mais c'est une rumeur sortie par Watson, notre confrère et ami Klaus Zaug, qui dit qu'en gros, avec une photo, on y revient. On va poser le contexte.
Berne et Lausanne seraient en train de discuter un échange de gardiens. Ou un échange même de joueurs. Un échange dont l'un des gardiens lausannois, Pacho Hughes, est au centre de l'attention. On parle un peu de Pache, on parle un peu de Hughes, on parle d'un Pache à qui il reste une année de contrat. Après cette année, qui serait pas content à Lausanne. On parle de Berne qui cherche une solution parce que Radeborn est un étranger, donc ça te fragilise le reste de ton équipe. On parle même, là au milieu, Zug vient s'intercaler pour la succession de Genoni. Qu'ils auraient fait une offre débile, pour reprendre les termes de Greg. Pour Pache, mais pour l'année d'après, du coup, au moment où son contrat sera terminé à Lausanne. Bref, ça, là au milieu, il y a un instant suspendu dans l'article de Klaus. C'est une photo de Gaëtan Voisard et Diego Piccecci qui ont l'air d'être pris la main dans le pot de miel en train de discuter à la patinoire en marge du match Berne-Ambry. Et je sais pas quoi faire de ce moment. Parce qu'il faut savoir, là, c'est les coulisses de notre fabuleux métier. Quand j'ai commencé ce métier, il y avait 1 ou 2 endroits où, avant les matchs, c'était bien d'aller. Je te donne un nom, tu sais exactement où c'est le Grauels. Tu vas te poser au Grauels, puis t'attends. Puis il y avait souvent déjà des agents qui venaient discuter avec des directeurs sportifs. Après, tu dis, attends, ok, lui, il est en fin de contrat, ils viennent de discuter là. Le Grauels, pour ceux qui... C'est le restaurant juste après Berne, direction Zurich. Voilà. C'est quand même une plaque tournante en Suisse. Si tu viens de Berne, si tu viens de la Suisse romande, si tu viens de Langnau, de Bienne, même depuis Zurich, c'est pas si loin. Et ils se rencontraient très souvent au Grauels. Mais c'était à une époque un peu différente. Je pense que les meetings sur Zoom, c'était un peu difficile. Ça n'existait peut-être pas autant que maintenant. Il y avait un autre contexte. Aujourd'hui, moi, j'arrive pas à imaginer que Gaëtan Voisard et Diego Piccecci taillent le bout de gras en salle de presse de la patinoire de Berne. Bref, cette photo, elle est suspendue, elle me fait marrer. Maintenant, au-delà de ça, je pense qu'il faut se poser une question quand on voit cette information sortir, c'est à qui profite le crime. Qui a intérêt à ce que cette info, parce que je pense que les discussions, c'est réel. L'agent de Hughes, c'est qui ? On sait, en tout cas. C'est Derek McCann. Ok, donc c'est pas Gaëtan Voisard. C'est pas Gaëtan Voisard. Moi, de Six, si tu me dis ça, à qui ça profite ? S'il fait son métier correctement, il veut obtenir... Kevin Pache n'a plus qu'une année de contrat après, tu le disais. Pour moi, c'est dans ce serait là autour qu'il faudrait chercher. À qui profite le crime ? Ils sont en photo. C'est Diego Piccecci et c'est évidemment l'agent de Gaëtan Voisard. L'agent de Kevin Pache, donc Gaëtan Voisard de Six. Et de Romain Leffel, si je dis pas de bêtises. Est-ce qu'il l'est encore ? Je dirais que oui. Kevin Pache a encore une année, comme tu l'as dit. Quand il a re-signé son contrat, c'était au moment où il n'avait pas encore explosé. Il avait prolongé, il avait joué ses premiers matchs avec Lausanne, il avait convaincu, il lui avait donné un contrat plus long directement, mais il n'a pas un contrat richement doté. Ouais. Ça, c'est une évidence. Donc actuellement, il a encore une année avec ce contrat. Je pense qu'il gagne bien sa vie, oui. Mais pas peut-être au niveau qu'il pourrait gagner sa vie. Maintenant, au niveau de ce qu'il donne, en fait. Maintenant, si Berne vient et dit, nous, on aimerait blinder Kevin Pache pour les 5 prochaines années, à compter de la saison prochaine, donc le contrat que tu as à Lausanne, tu le déchires. Peu importe à quelle hauteur il va être de toute façon plus élevé à Berne l'année prochaine. Plus, peut-être, je sais pas moi, 3-4 années garanties au-delà de l'année qui est déjà garantie par Lausanne, là, ça fait une jolie somme, ça fait une grosse somme, et il y a un aspect où tu capitalises sur la saison, la finale de l'année dernière, sur le fait que depuis le début de saison, Kevin Pache, c'est tout à fait OK. Il brûle pas la ligue, mais c'est tout à fait OK. Et donc, il y a un potentiel que Berne identifie et veut. Donc, du côté de l'agent, c'est très simple. Du côté de Berne, il y a une pression immense actuellement. Ouais. Ils ont Radeborn, ils veulent plus d'étrangers, ils veulent un gardien suisse. Les gardiens suisses, ça court pas les rues, surtout les bons. Et il y en a 2 où... Donc après, on parlera de Lausanne, l'aspect Lausanne. Là, on parle vraiment de l'aspect à qui profite le crime. Il y en a 2 à Lausanne. Donc effectivement, si t'es malin un minimum, ou si même pas besoin d'être malin, tu dis, j'aimerais bien en piquer un des 2. Lequel, Pache, Hughes, ça, on en discutera après. Hughes a encore 4 ans de contrat après. Voilà. On en discutera après aussi pour Lausanne, qui tu gardes. Mais ça, on va faire beaucoup sur Lausanne aujourd'hui. Désolé. Berne a une pression de devoir absolument avoir un gardien en place. La date limite des transactions arrive tout bientôt en Suisse. Donc si tu veux engager un gardien pour la fin de saison, c'est très, très rapidement. Si ça se fait pas maintenant, ça nous repousse carrément à l'été. Parce que tu peux encore négocier évidemment en mars. Mais... Si
au moment où on arrivera à la pause olympique, les playoffs, etc., il n'y aura plus de discussion, j'ai l'impression. On ne va pas dire à Kevin Page, écoute, ou à Hughes, peu importe, écoute, on va aller discuter de la suite, on va rompre ton... Enfin non, ils vont se concentrer sur leur fin de saison, etc. Peut-être même aux mondiaux pour certains, j'en sais rien, mais du coup, ça repousse vraiment le problème loin. Et Bern va donc se retrouver à terminer la saison avec Heideborn, Zurkirchen. Ils ont Funbourg pour l'année prochaine, mais ils n'ont pas de gardien numéro 1. Et chercher un étranger, c'est toujours possible, même au milieu de l'été, on est bien d'accord, mais vu que c'est pas la solution souhaitée, là, Bern est sous pression. Donc Bern a intérêt à ce que ça avance. Donc quitte à y aller un peu au chausse-pied, à faire en sorte que ça passe, mais Bern a intérêt à ce que ça sorte aussi, parce qu'ils ont intérêt à ce que ça avance. Maintenant, il y a une autre équipe, c'est Lausanne, qui a aucun stress. Il faut être clair. Nous, avant la saison, on s'est dit c'est intenable comme situation, je pense à ce micro. Il y a quand même... il y a quand même 2-3 potes qui nous écouteront certainement, puis qu'on tease un peu en disant dis donc les gars là, non, ça va bien se passer. Ça va bien se passer, hein, bien sûr. T'es là, ouais, bah t'as 2 des, on va dire, du top 5 de la ligue qui jouent dans la même équipe, par exemple, quand ils sont au top de leur forme. Hein. Je sais pas, ça paraît tellement logique. Il n'y a pas besoin d'avoir fait des grandes études pour se dire, il y en a un qui va dire, écoute, arrivé au moment des playoffs, on est sur le seul poste où il n'y en a qu'un qui joue. Oui, il y a eu une fois, je crois que c'était Vegas qui avait alterné pendant les playoffs parce qu'ils avaient 2 bons gardiens, puis qu'ils avaient pu aller assez loin. Mais sinon, ça se passe quasiment jamais. On a encore vu avec Gauthier Desclous, qui pourtant faisait pas des mauvais matchs. Robert Mayer est venu pendant les playoffs 2023 et c'est lui qui passe. Donc ces 2 gardiens super forts, il y en a un des 2 qui va être frustré. Mais ça, on l'a dit tout de suite. Oui. Donc, on arrive finalement à cette conclusion. Est-ce que c'est plus vite que ce qu'on pensait ou moins vite? J'en sais rien, mais on arrive quand même à un moment où il y en a qui sont là. Et qui peut être c'est plutôt Kevin Page qui n'a plus qu'une année de contrat par rapport à Hughes qui a au moins, on va dire, l'assurance des 4 années. Il est plus tranquille. Ça ne veut pas dire qu'il va plus jouer. C'est que juste lui, au moins, ils ont géré pour que pendant les 4 années à venir, il soit tranquille. Exactement. Par contre, moi, de tout ce que j'entends, il n'y a pas de zizanie dans le vestiaire, il n'y a pas de mécontentement, il n'y a pas un Kevin Page qui tire la gueule et il se tire pas, c'est vraiment pas, vu que pour aller au vestiaire de Lausanne il y a des escaliers, Connor Hughes ne regarde pas dans son dos quand il descend les escaliers. On en est vraiment à une situation qui est saine. Il y en a beaucoup de marches quand même. Il y en a beaucoup en plus. Situation qui est saine d'un point de vue humain. Ouais. Donc ma foi, les 2 savent. Kevin Page, là au milieu, il a rien demandé lui. Lui, il était gardien, il amène Lausanne en finale, on lui fout Connor Hughes dans les pattes. Ma foi, il y a une concurrence, à lui de l'assumer ou à lui de faire avec. Mais pour son développement, ça le freine de toute façon de ne pas jouer 40 matchs comme c'était peut-être initialement prévu avant l'arrivée de Connor Hughes. Donc forcément, il y a un peu de frottement. Puis là, il se dit, l'année prochaine, admettons que ma saison ne se passe pas très bien, je joue 15 matchs seulement, ou 13 matchs, ou 20. Après, il sera en fin de contrat. Et qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est facile comme situation ? Je dirais non. Est-ce qu'il ne faut pas capitaliser maintenant ? Donc, moi, je comprends la situation. Par contre, Lausanne peut aller en play-off avec ses 2 gardiens. Et moi, je vais te poser une autre question. Est-ce que Lausanne sait qui est son gardien d'avenir aujourd'hui, 14 janvier ? Est-ce que c'est Connor Hughes ? Faisons abstraction du contrat. Vu que finalement, je pense que Bern... Si tu dis, écoute, on va passer au Grauwels, on vous en laisse un des 2. On revient au Grauwels, on va se faire sponsoriser par le Grauwels. On vous en laisse un des 2 sur le parking, vous allez le récupérer, on vous dit pas lequel, surprise. Je pense que Bern dit, ok, ouais. Pas de problème. On reprend le contrat de l'un ou de l'autre, c'est pas un souci, on s'arrange derrière, on fait notre micmac. Est-ce que Lausanne sait déjà, s'il devait en lâcher un au Grauwels en rentrant de Zurich, qui il lâche ? Je pense que non, mais si on regarde les contrats. Je pense que oui. Le contrat, les 4 ans qui restent à Connor Hughes, quand tu fais signer pour 5 ans, tu fais pas signer pour 5 ans comme 2e gardien. Ou alors, je comprends plus rien. Donc, c'était pour ça aussi, cette signature-là. C'est que si ça avait été 3 ans ou 2 ans, ou que ça matchait à peu près, ce qui n'aurait pas été le cas, il n'aurait jamais signé probablement. Signé ailleurs, ouais. Voilà. Mais le fait de le signer 5 ans fait que. Et c'était ce message-là que t'envoyais à Kevin Page où il a dû regarder en disant « Oh mais attendez, moi j'ai encore 2 ans de contrat, donc lui, vous le signez 3 ans de plus que moi. » C'était ça qui me faisait dire, à ce moment-là, dans l'esprit de John Foos, si je regarde simplement les contrats et pas le jeu proposé, pour moi, le titulaire, c'est Connor Hughes.
Puis maintenant, si Berne dit OK, on le reprend, donc tu vas vers Kevin Pache, tu dis ben voilà, Kevin, tu as gagné la course avec Connor, on te donne le même contrat que Connor Hughes, je parle pas d'argent, je parle de durée. Kevin Pache le signe, tu as les deux potentiellement à la même valeur. Est-ce que tu prends plutôt Pache, sachant qu'il est beaucoup plus jeune, ou Connor Hughes, sachant qu'il a peut-être un gabarit, vu que c'est toujours ce qu'on reproche à Kevin Pache, malgré le fait qu'il a quand même amené Lausanne en finale, tout comme Hughes, alors oui, moins loin dans la finale. Maintenant, on va faire ça dans l'autre sens. Si Kevin Pache avait joué la première finale et Connor Hughes la deuxième, est-ce que vraiment le résultat aurait été différent, à savoir match 7 sur la première et match 5 sur la deuxième? Je suis pas persuadé. Parce que le Lausanne HC en 2 à la finale est moins bon que le Lausanne HC en 1 à la finale. Est-ce que j'ose une comparaison Tu oses tout ce que tu veux. Mais je fais déjà un disclaimer en disant que je vais peut-être un tout petit peu loin, et parce que c'est deux gardiens qui ont prouvé quelque chose. Ce que je veux dire, j'ai l'impression que Lausanne dans son roster a un petit peu un Giannoni et un Berra finalement. Sur la page de Davos, saison Giannoni Berra si jamais. Ah, ok. Et qui est-ce que tu gardes finalement? Est-ce qu'il y a une bonne solution, une mauvaise solution? Je pense que l'identité lausannoise, si vraiment je réfléchis comme ça, tu re-signes Théo Rochette, tu te dis, non, on lui fait un pont d'or, ou en tout cas, on lui fait comprendre qu'on le veut. J'irais avec la même réflexion en disant, Kevin Pache, il est sorti chez toi, les gens s'identifient à lui, peuvent le voir, il a plutôt une cool histoire, c'est un jeune du coin. Connor Hughes, je dis pas que c'est un mercenaire, mais c'est aussi une jolie histoire. Mais finalement, si tu dois en garder un des deux, je partirais avec Pache. Je sais pas quel est ton avis. Ouais, actuellement, Pache c'est 22 matchs, Connor Hughes c'est 20. Et on parle un peu, j'ai l'impression que dans l'article, on parle beaucoup du mécontentement de Kevin Pache. Moi, je me demande aussi ce que pense Connor Hughes de ces situations. Parce que finalement, il revient en Suisse pour jouer quand même avec un statut établi, joueur qui est parti en Amérique du Nord, qui a signé à Montréal. Alors certes, il n'y a jamais joué, mais il revient en Suisse en se disant, bon, bah, je signe 5 ans, je suis le titulaire, puis il a moins de matchs que Kevin Pache pour l'instant. Je trouve ça aussi surprenant. Ça prouve aussi que Jeff Ward et Christophe Baluet ne regardent pas forcément ça en essayant de... il y a des back-to-back, c'est très pratique. On disait, le calendrier est tellement difficile pour Lausanne à un moment que de toute façon, il y a des choses à faire. Kevin Pache a 22 ans, Connor Hughes a 29 ans. Et peu importe la monnaie d'échange, parce qu'on n'est même pas rentré là-dedans, parce que j'ai l'impression que si je dois parier aujourd'hui, pour moi, les deux terminent la saison à Lausanne aujourd'hui. Ça peut aller très vite. Il peut y avoir... si Berne dit à John Foust, OK, on prend n'importe lequel des deux, tu choisis qui tu veux dans notre vestiaire, tu as le droit à 3 choix, ben, je pense que ça peut aller très vite dans un autre sens. Au passage, si je suis John Foust, je m'arrange déjà pour floquer le maillot Alain Graf, puis je lui montre que j'aimerais bien l'avoir dans mon vestiaire. Mais ça, c'est autre chose, parce que les joueurs doivent aussi valider. Oui, mais et je sais pas si Berne le lâche à ce moment-là. Très bonne question. Il a 20 ans, il a un potentiel énorme. Voilà. Berne, à quel point est en train de paniquer? C'est juste ça la question. Et c'est aussi pour ça que peut-être Berne veut un peu que ça se passe vite et que ça avance pour pas laisser cogiter Lausanne trop longtemps. Mais ça, j'en sais pas plus. Mais oui, Kevin Pache a 22 ans. Et on parle beaucoup de sa taille, mais à un moment, il a quand même prouvé qu'il est capable d'être un bon gardien de National League. Est-ce que c'est le gardien qui t'amène au titre en National League? J'ai pas la réponse. Mais est-ce qu'on a la réponse pour Connor Hughes? La seule différence, c'est qu'il y a 7 ans d'écart entre les deux. Ouais. Et à la fin de son compte... Les deux vont en finale. Moi, c'est ce que je peux dire. Voilà. Et... Pache n'a pas été ridicule en finale. Oui, Zurich a gagné 4-1 cette finale. Oui, il prend de temps en temps un peu en dessous de l'épaule. Mais à un moment, il faut bien marquer quelque part. Il a d'autres qualités. Il est beaucoup plus rapide que Connor Hughes. Logiquement, il fait 15 cm de moins. Donc, heureusement qu'il est un peu plus rapide. Hughes bouchera peut-être mieux le haut du filet. Pache va être beaucoup plus agile droite-gauche. Ben voilà, t'as les qualités de tes défauts. Et qu'avec Kevin Pache, a les qualités de ses défauts. Mais... moi, si je dois choisir aujourd'hui, si je suis John Foust, je garde Kevin Pache, je le prolonge, je prends un bon numéro 2. Oui. Parce que tu peux trouver un bon numéro 2. Il n'y a pas d'aller chercher plus loin qu'à Cloton. Et puis Evanué. Voilà, tu demandes à lui, tu dis écoute, Pache aura 24 ans quand tu arriveras chez nous l'année d'après. Tu auras tes 20 matchs, tu vas jouer à Lausanne, la belle histoire, ton papa, développe-toi. 2 ans, si tu exploses, tu pars. On trouve le prochain qui vient dans. Et finalement, c'est Kevin Pache, ton numéro 1. Et derrière, tu fais monter des bons jeunes, les uns après les autres, tu les fais progresser. Et c'est comme ça, en fait, que c'est pas en ayant un 1A, 1B en Suisse, avec des joueurs qui veulent jouer avec 52 matchs. Si y en avait 84, oui, ce serait différent. Totalement. Avec 52 matchs, tu peux pas dire 2, 1A, 1B. Et on l'a dit
dès l'été passé et on se retrouve début janvier et c'est en train de sortir. Moi, je suis pas surpris, je suis pas en train de faire le malin en disant vous l'avez dit, mais bon, vous l'avez dit, mais tout le monde disait pas, enfin, on n'était pas les seuls. Non. Je suis pas en train de dire qu'on avait découvert un truc incroyable. Ah, c'est ça, justement. C'est plutôt par rapport à ceux qui nous disaient oh, mais non. Il y aura pas de problème, laissez-les jouer, vous verrez bien. C'est sûr que tôt ou tard, ça va coincer, mais ça veut pas dire qu'il y a une panique à Lausanne, ça veut pas dire qu'il y a un mécontentement et les deux sont en train de tirer la gueule, c'est pas du tout ça. Par contre, les deux ont des agents qui pensent à l'avenir, il y a d'autres clubs qui pensent à l'avenir, et ça vient de l'extérieur finalement, cette pression autour de cette situation lausannoise, à voir comment Lausanne va la gérer. Mais moi je pense vraiment que le plan de John Foust actuellement, c'était de dire ok, on part avec les deux, on sait pas qui est notre numéro 1, on verra bien, laissons-les jouer, laissons-les se bagarrer, puis à la fin on fera les comptes, puis on décidera en temps voulu. C'est pour ça que je pense que les deux vont terminer la saison à Lausanne, mais comme j'ai dit, ça peut aller très très vite. On enchaîne avec Genève, qui sera le gardien titulaire de Lausanne ce soir contre Genève. On verra ça à 18h30 quand les effectifs sortiront. Genève qui va super bien en ce moment. C'est une des équipes très en forme. On le disait il y a quelques jours, on comprenait quand même pas forcément cette équipe genevoise. On constatait qu'elle allait bien. Est-ce que maintenant, Greg, tu comprends mieux Genève, tu identifies mieux ces derniers matchs, t'ont donné une vision plus claire, ou c'est quand même toujours à se dire non, mais ils me surprennent quand même? On est sur les pattes arrière avec Genève, il faut les laisser encore aller un petit bout. Mais depuis la semaine passée, il y a victoire contre Lugano après prolongation 2-1, victoire contre Cloton 3-1. Le match contre Lugano, de toute façon sur une saison, les back-to-back, toi t'es en congé, tu joues contre une équipe qui a voyagé. Alors ils ont voyagé que depuis Lausanne, ils étaient la veille à Lausanne, mais ils avaient déjà joué un gros match à Lausanne la veille. Circonstances qu'on va qualifier de favorables. En même temps, c'est ce que je dis, sur une saison, moi, ces excuses des matchs où voilà, on était en congé, oui, ben désolé, ça va. En fait, ça va aussi vous arriver dans l'autre sens une fois, et puis vous allez peut-être pas trop en parler, donc ma foi, voilà. Victoire à Cloton 3-1, donc Genève a fait ses points, Genève a tenu bon, il y a Robert Mayer qui a joué un bon match, et ça c'est presque ce que je retiens finalement de ces deux matchs, parce que Robert Mayer a quand même pas beaucoup joué. Robert Mayer a eu des périodes assez compliquées avec des matchs compliqués, il était au cœur de la tempête du début de saison où chaque fois qu'il allait sur la glace, c'était un peu pénible. Je pense que pour lui aussi d'avoir joué ce match-là à Cloton et que ça se soit bien passé, c'était capital. Il a 24 arrêts sur 25 shoots. Et surtout, il n'avait pas joué depuis le 3 décembre. C'est tout Stéphane Charlin qui avait joué. Le début de cette série de victoires, les 5 premières, c'est Stéphane Charlin devant le filet. Tôt ou tard, Mayer allait forcément repartir devant le filet. Ça s'est bien passé. Je trouve que c'est important parce que, alors oui, il y aura cette pause olympique, mais tu peux pas demander à Charlin de jouer 100% des matchs jusqu'à la fin de la saison. Et à un moment, il faut pouvoir lui donner un soir off. Là, c'était à Cloton, ça s'est bien passé, 96% d'arrêt. Il y a eu un bon Robert Mayer. Et pour moi, au-delà de la victoire, c'est ce qu'il y a le plus important. Oui, parce que Robert Mayer, c'est aussi, tu dis un soir off pour Stéphane Charlin, bien sûr, il peut enchaîner les matchs. Mais surtout, c'est un peu relever Robert Mayer, pouvoir se dire mais je peux compter sur lui si par hasard Charlin, soit il y a une blessure, soit il est moins bon, soit il y a un truc, un événement extérieur qui se passe avec Stéphane Charlin où je l'ai pas. Je fais comment si j'ai un deuxième gardien qui est pas du tout prêt mentalement? Là, on a l'impression que c'était le bon moment aussi. Il entrait dans une équipe qui était en confiance. C'était pas le pire moment. Après, il a une monstre expérience, Robert Mayer, mais c'était le bon moment pour le faire revenir. Et en fait, le coach lui a fait confiance et il a rendu une bonne copie. Ce qui fait que tout le monde est heureux dans cette situation-là, finalement. Et c'est tout Genève qui profite de ça, avec en plus aussi des Puljujärvi, je dirais que Puljujärvi et Granlund aussi, qui en ce moment sont, en termes de stats avancées, sont vraiment pas mal du tout et poussent quand même et mènent Genève, même s'il n'y a pas que, même si on voit que il y a des Miranda qui sont pas mal, il y a Rod qui marque des goals, les Suisses ou même un Jimmy Visi qui marque des buts.
on n'est pas que sur cette première ligne qui devait un peu sauver les meubles à chaque match, finalement, on va dire, avant cette période très faste de Genève. Ouais, je suis d'accord avec toi. Le Granlund Puljujärvi, c'est vraiment, vraiment solide, mais pas que. Granlund, il a qu'un but ces derniers temps. Il est moins en réussite offensivement. Par contre, quand il est sur la glace, il se passe beaucoup de choses. Mais ouais, c'est le powerplay aussi, je crois, de Genève qui marque pas mal. Mais c'est un but en plus de 10 matchs là, pour Marcus Granlund. Il avait marqué le 3 décembre à Davos. Après, il a une longue série où il n'y a qu'un but contre Bienne, mais il fait ses points. Là, sur les 2 matchs de cette semaine, il a chaque fois une passe décisive. Donc, il trouve d'autres moyens d'être efficace. Et comme tu le dis, même quand Granlund ne marque pas forcément, alors que c'est le meilleur buteur de cette équipe, d'autres joueurs sont capables de se lever, d'autres joueurs sont capables de marquer des buts. Donc, je trouve, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'actuellement, Bernie a un corsi relatif positif. Il est mieux. Sur les 10 derniers matchs. C'est un peu Carrère qui a repris son spot de moins bon défenseur en termes de stats, non ? Ouais, Carrère, c'est vraiment compliqué. Par contre, sur les 10 derniers matchs, Bernie est légèrement positif. Pas beaucoup, mais au moins, il est neutre. Et franchement, c'est une vraie progression par rapport à l'année dernière. Oui, l'année dernière, oui, mais le début de saison, du coup. Mais sur les 10 derniers matchs, il a un corsi relatif neutre. Donc, au moins, c'est un pas vers l'avant. Et il y a plein de petites choses qui sont légèrement mieux. Puis, toutes ces petites choses mises bout à bout, font que tu as de bons résultats, tu as de largement meilleurs résultats, mais il a fallu du changement. Il ne faut pas croire que ces 6 victoires de suite sont juste venues par l'alternance des bonnes et des mauvaises, la chance d'un côté et de l'autre. Non, ça n'allait pas à un moment. Je pense que ça a demandé des modifications. Et l'autre jour, Ville Peltonen, après le match, me dit c'était une joie de coacher cette équipe. Et j'ai trouvé intéressant de dire qu'en tant que coach, tu vois aussi la différence que, voilà, je pense c'est de mettre des choses en place et de voir qu'elles se passent comme tu leur as dit avant le match. Ça se passe sous tes yeux, le plan que tu avais échafaudé. Il faut croire que ça n'a pas toujours été le cas cette saison. Alors, ce que je relève aussi, c'est le terme de joie. Alors, tu me diras, Ville Peltonen et joie, c'est 2 mots qu'on a pas forcément toujours mis ensemble, mais j'aime bien le fait d'avoir un coach qui dit « j'ai pris du plaisir ». Je pense qu'ils prennent... On parle souvent du plaisir que les joueurs ont sur la glace à pratiquer un sport qui est un jeu et être payés pour ça. Les coachs, on a plutôt l'impression que c'est vraiment un travail, vu qu'ils sont sur un siège éjectable en permanence, d'avoir un coach qui te dit non, j'ai pris du plaisir. J'aime bien cette image-là de l'imaginer rentrer à la maison, puis ah non, c'était cool. Ouais, et puis non, c'est sûr. Et après, je pense que ça n'a pas toujours été le cas cette saison non plus. Il y a certains matchs où il a dû avoir un point moins le plaisir en rentrant à la maison. Mais tu vois, Lugano, en termes d'expected goals, c'est 1-8-1-8. Donc là, c'est un coin flip, il tombe du bon côté. Le match d'après contre Cloton, c'est légèrement en faveur de Genève. Les expected goals, on est sur du 60-40, on va dire ça comme ça. C'est 2-8, 2-9 à 2-4. Et tu gagnes 3-1. Donc la pièce est aussi tombée du bon côté. Le Genève a été solide pendant 2 tiers. Le 3e, c'était un poil plus compliqué. Mais malgré ça, Genève a trouvé 2 fois un moyen de gagner cette semaine. Ça fait 6 en 6 consécutives. Et là, actuellement, Genève est sur une tendance ultra positive. Clairement, tu me diras, ils ont gagné. Le Pilio, on est où ? Parce que ces équipes ultra positives, est-ce que c'est pas quand même un peu trop élevé ? C'est là où c'est intéressant, c'est qu'il n'est pas excessivement haut. Et c'est ça où je trouve que c'est intéressant, c'est de voir que Genève gagne ses matchs sans surperformer. Et on a vu certaines équipes en début de saison, on peut parler de Davos, à un moment quand Lausanne en gagne 7 ou 8 de suite, là aussi ils ont un PDO qui est hors norme. Là, celui de Genève, il est dans la norme actuellement, et ça c'est super intéressant. C'est bien de voir que les stats matchent bien ce qu'on peut voir, justement de se dire... J'ai l'impression que c'est ce qu'on regarde. En voyant les matchs de Genève, on n'a pas l'impression qu'on se dit pas « ouais, non, mais quel bol !» ou bien oh là là, c'est heureusement qu'ils ont Charlin, il leur a tout sorti, puis sur un vieux Rotoyon, c'est un goal. Il y a aussi un truc que je voulais mettre pas forcément en exergue, mais qu'on regarde ça ensemble, j'ai l'impression que Sarri-Järvi, sans être flashy, je pensais qu'il serait plus flashy, hein. J'avoue que je me disais, tiens, on perd Vatanen du côté de Genève, mais on a bien pensé qu'on allait récupérer le maître à jouer des Langnau Tigers, et quand on va le mettre dans une équipe avec de meilleurs joueurs autour de lui,
il va faire des ravages en termes de statistiques et de points. C'est pas forcément le cas, mais j'ai l'impression que ça veut pas dire qu'il n'est pas hyper efficace avec ce Genève là en ce moment, de la même manière que Jan Rutta aussi, qui est un vétéran, et que ils amènent, ces deux défenseurs étrangers amènent quelque chose de vraiment positif à Genève en ce moment. Ouais, je sais reconnaître quelqu'un qui a Sarri dans son équipe Hockey Manager. Mais que dans une en fait. Il a 25 passes décisives en 39 matchs. C'est immense. Il a qu'un but. Il n'est pas en réussite offensivement. Ouais, c'est ça surtout. Je pense qu'il nous étonne un peu plus. Parce que c'est le 3e meilleur passeur de la ligue, à égalité avec Guy Domenico et derrière Lucas Frick, qui l'eût cru. Et Austin Czernik avec 27 et 26 passes décisives. Mais c'est vrai que sur la saison, il a des expected goals à 58% quand il est sur la glace. Donc Genève produit plus de chances de but qu'il n'en concède quand il est sur la glace. Et sur les 10 derniers matchs, il a plus de 60%. Donc lui aussi a haussé le niveau de son jeu sur les 10 derniers matchs, alors que sur la saison, il est tout à fait bien, mais il est encore mieux sur les 10 derniers matchs lorsqu'il est sur la glace. Donc là aussi, je vois du positif le concernant. Je suis d'accord avec toi. Il a les expected goal relatifs, il a plus 10% par rapport à ses copains quand sur et hors de la glace. Donc ça, c'est aussi vraiment, vraiment élevé. Offensivement, c'est énorme la différence par rapport aux autres. Défensivement, il est juste neutre à très légèrement négatif. Donc, il coûte pas grand-chose derrière, mais il apporte beaucoup devant quand il est sur la glace. Donc oui, c'est aussi un des facteurs. On en parle très peu à ce micro, mais Jan Rutta, quand il est offensivement, il se passe pas grand chose, mais par contre défensivement, c'est un petit peu l'encre défensive de Genève Servette. Je pense que s'il pouvait hausser un poil le ton offensivement, ce serait pas un luxe, mais le Coultre a pris le relais en ayant une dizaine de buts. Sarri Hervey offensivement est très solide. Il y a de la matière, donc finalement Jan Rutta, tant que tu lui dis écoute, fais le job derrière, amène ton expérience, amène tes muscles devant, ça va déjà se gérer sans toi. Et mine de rien, il est sélectionné aux Jeux Olympiques. Et ça, c'est quand même une preuve de la qualité de sa saison, même si en termes de points, c'est pas non plus extraordinaire. Est-ce que si on prend un petit aspect négatif dans le ciel tout rose qu'il y a actuellement du côté de Genève, moi je regardais, je me disais, est-ce que Tim Boson, justement, on ne devrait pas attendre un petit quelque chose en plus dans le jeu, peut-être, je sais pas, au niveau des buts, j'ai pas regardé, il me semble que je le vois moins scorer ces temps, et tant mieux, hein, mais c'est en pensant que s'ils veulent encore avoir un step d'amélioration, il faudrait que, pourquoi pas, Boson soit peut-être un peu plus présent, mais peut-être que c'est le jeu aussi de Tim Boson d'être plutôt un finisseur et de pas forcément avoir un immense impact dans le jeu. Ouais, il a une dizaine de buts, c'est vrai que depuis quelques temps on le voit un peu moins marqué. Il était assez précieux à un moment à marquer les buts en fin de match souvent, et à ce micro je crois qu'on a toujours valorisé les buts dans la cage vide et non dénigré, parce que justement tu as une valeur qui t'est donnée par le coach en te mettant sur la glace, en te mettre sur la glace, et donc après tu peux aussi aller marquer un but dans la cage vide si nécessaire. Mais sur les derniers matchs, ouais, il a pas d'impact offensif, il a peu d'impact offensif. Défensivement, ça se passe pas franchement bien quand il est sur la glace, donc oui, il y a une phase assez difficile, c'est le pire en expected goal de son équipe sur les 10 derniers matchs. Donc est-ce que c'est les circonstances sur une petite période comme ça? Il faut aussi voir comment ça évolue. Je pense aussi à titre personnel, il passe quand même après, il vient de traverser une phase, j'imagine, assez difficile quand même d'un point de vue humain, comme il me l'a confié lorsque la sélection française a été annoncée après les fêtes, ou avant les fêtes. Ouais, avant les fêtes. Avant les fêtes. Donc là aussi, je pense qu'il faut respecter ce moment où pour lui c'est peut-être un peu plus difficile à vivre, peut-être à se mettre un pied aux fesses alors que tu avais un objectif immense d'aller aux Jeux Olympiques contre toutes les stars de NHL. C'est une chance unique dans la vie, et là elle lui est passée sous le nez alors qu'il a aidé l'équipe à se qualifier. Je ne vais pas rentrer dans le qui est coupable, c'est comme un divorce, c'est rarement blanc ou noir et c'est rarement un ou l'autre. J'imagine que c'est souvent des deux côtés que tu peux aller gratter si tu veux chercher des torts. Mais toujours est-il que il va lui falloir un petit peu de temps, j'imagine, pour digérer ça, et je comprends complètement peut-être aussi pourquoi derrière il y a des matchs un peu plus compliqués. Jouer Sport, un jeu de la loterie romande. Bon, on peut passer au pari sportif. Non. La semaine passée, je m'étais dit que Bienne mettait l'écart du côté d'Ajoie. Victoire biennoise, j'avais raison, mais
pas avec le handicap, j'avais donc tort. Toi, tu t'es dit, Davos-Lausanne, il peut y avoir des buts. Davos s'est dit, c'est vrai. Lausanne s'est dit, c'est pas vrai. Du coup, il y a eu 5-1, il fallait plus de 6 buts. Je pense qu'on peut pas dire que c'est la faute de Davos. Hein. Non, absolument. Donc, c'est pas passé à grand-chose, mais au final, on a les 2 torts. Et pour cette semaine, on a 5 matchs vendredi, ce qui est bien, sauf qu'on avec 3, oui. Honnêtement, on aime bien quand même avoir un peu plus de choix, on va dire. Et on est donc sur Berne-Lugano, Cloton-Lausanne, Rapperswil-Zurich, Langnau-Genève et Zug-Ajoie. Est-ce qu'il y en a vraiment avec des cotes intéressantes ? Je ne sais pas. Je peux imaginer qu'un Genève à Langnau pourrait avoir une cote intéressante, mais... Ne pas faire l'erreur. Stop. Ne pas faire l'erreur de parier contre Langnau à la maison, même si pour l'instant ils n'ont pas André Peterson. Ouais. Est-ce que j'ai... T'as des nouvelles d'André Peterson ? Non, malheureusement pas, mais je crois qu'on a un copain à nous qui nous demande beaucoup de savoir où il en est. C'était la seule cote actuellement à disposition, c'est Rapperswil-Zurich. Je vais quand même la dire sur le site de la Loro au moment où nous enregistrons. C'est mercredi matin. Rapperswil à 2,65, match nul à 3,70 et Zurich à 2-1. Zurich revient bien. Zurich à 2, c'est pas complètement inintéressant selon moi. Moi, il y a une cote que je me réjouis d'avoir, c'est Zug-Ajoie. Pourquoi je dis ça ? C'est que Zug jouera son 3e match en 4 jours contre Ajoie. Ouais. Ajoie est pas mauvais. Je suis pas en train de dire qu'Ajoie va aller mettre une tôle à Zug, on n'en est vraiment pas là. Mais est-ce qu'on pourra peut-être se dire Ajoie va aller peut-être perdre par un but d'écart ou gratter le... On peut prendre la double chance aussi, qu'il y a une cote qui existe, c'est X ou 2, ça veut dire si le match se termine par un match nul ou par une victoire d'Ajoie, ça passe. Sachant que Zug sera sûrement à, je sais pas moi, 1,40, quelque chose comme ça. Ouais. La double chance sera vers les 2,5. Ça peut être intéressant. Zug peut marquer beaucoup de buts et peut en encaisser des pellets aussi. Surtout le 3e match en 4 jours. Est-ce qu'Ajoie peut aller marquer des buts à Zug ? Moi, c'est ce match-là qui me fait un petit peu de l'œil, je dois t'avouer. Ouais, je comprends. Il pourrait y avoir aussi un Zug où tu te dis, bon, ok, là, fini de rigoler. Tout d'un coup, ils doivent aller, même si j'ai vu sur le modèle de Analyse Data que si on prend les projections, Zug est actuellement 10e. Ça veut ils dire... n'aiment pas du tout Zug, c'était les copains d'Analyse Data. Hein. Et pourtant, ils les aimaient beaucoup. Hein. Leur modèle analytique, bien entendu. Ouais. Tu me diras, leur modèle analytique, ils regardent un peu les matchs, puis ils voient que Zug perd. Donc, ils se disent, on va partir sur le fait qu'ils ne gagnent pas. Donc, là, je me dis, est-ce qu'il peut y avoir tout d'un coup une explosion du côté de Zug et que tout d'un coup, Zug en marque peut-être un 5-1, puis on pourrait faire passer un -3. Je me dis pourquoi pas. Ouais, il y aura une lutte peut-être entre. Je ne sais pas si je vais oser parier sur Ajoie gagnant là-bas. Sachant qu'Ajoie joue aussi mercredi comme Zug, enfin ce soir. Oui, Cloton-Lausanne. Alors, Lausanne, on l'a suffisamment développé tout à l'heure, n'est pas forcément dans une grande phase, mais Lausanne doit un petit peu se réveiller. Cloton est avant-dernier. Ouais. Lausanne, c'est quand même censé être une des bonnes équipes de cette ligue. Lausanne sera aux alentours de 2-1, on peut déjà un peu l'imaginer. Et ça va m'intéresser, je pense. Lausanne avec un handicap à Cloton peut aussi... Faudra voir le match contre Genève aussi, suivant comment ça se passe. Et s'il relance une dynamique de victoire, on peut se dire, ok, peut-être. Je suis d'accord avec toi. Et un match qui peut m'intéresser, c'est Berne-Lugano. Il y a le Sgarbossa-Ico. Vu que Max Garbossa est passé de Lugano à Berne cette semaine, déjà on peut dire qu'il va marquer au moins un but, on le sait. La question c'est est-ce qu'il on en met un deuxième. Mais Berne à la maison doit marquer beaucoup de points, doit commencer un peu à enchaîner pour arriver à assurer sa place en play-in. Lugano c'est sacrément solide. Mais à un moment, ils vont peut-être aussi s'essouffler un tout petit peu. Ça peut aussi m'intéresser, Berne à la maison, mais pour l'instant, et sans toutes les cotes, c'est forcément un tout petit peu plus difficile d'imaginer dans quel sens ça va partir. Mais Lausanne à Cloton va m'intéresser. Puis je me réjouis de voir Ajoie où ils en sont. Et tout ça, vous verrez notre choix ou nos choix finalement vendredi matin sur nos réseaux sociaux. Jouer Sport, un jeu de la loterie romande. Fribourg-Gotteron qui a la bonne idée, ou c'est plutôt... C'est l'influence de Colfax. Fribourg-Gotteron craint Colfax et communique pendant notre enregistrement une grosse nouvelle. C'est quand même pas mal. Hein. La grosse nouvelle, c'est, alors pour être aussi tout à fait clair, c'est le club suédois de Jamiro Reber, HV71, qui l'a communiqué ce matin avant 10h
en mettant que Jamiro Reber avait souhaité et que le Jönköping, son club, avait dit « Ok, on est d'accord de te laisser partir ». Il rejoint Fribourg-Gotteron avec effet immédiat. Donc Jamiro Reber, qui avait déjà signé à Fribourg-Gotteron, revient en Suisse plus tôt que prévu. Est-ce qu'on peut dire que c'est le transfert qui manquait à Fribourg pour aller au titre ? N'exagérons pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Jamiro Reber arrive dans une équipe qui va plutôt pas mal en ce moment. Et il était en Suède, il arrive avec un entraîneur suédois. On peut imaginer que ça peut bien se passer, mais on va dire aussi les attentes des supporters fribourgeois, peut-être de pas espérer que Jamiro Reber, tu parlais de Sgarbossa en disant qu'il pouvait peut-être marquer un but contre Lugano. Peut-être pas attendre que Jamiro Reber marque un triplé ou fasse une Yannick Boppart, mais qui sait, avec la tendance actuelle à Fribourg où finalement les jeunes prennent des fois leur responsabilité, marquent des goals, pourquoi pas. Ouais, Jamiro Reber qui fait une magnifique première saison avec HUV 71. La saison dernière avec 15 points en 47 matchs pour un joueur de 18 ans, ça, c'était franchement bluffant. Il avait des statistiques avancées qui étaient excellentes aussi. Après, j'ai pas été plus loin dans l'analyse de voir avec qui il jouait, qualité de la compétition, etc. Mais cette année, c'est sacrément plus difficile. Il a de mauvaises stats avancées, faut être clair. HV 71 l'a fait quand même jouer. Il a 22 matchs. Il jouait ses 15-20 minutes quand même. Donc c'est un joueur établi de SHL, j'allais dire de l'Etserian, mais on n'y est plus là. de SHL. À 10-15 minutes, il va forcément amener quelque chose à cette équipe. C'est un international M20. Et finalement, on a vu l'impact que peuvent avoir certains joueurs qui disputent ce mondial M20. On peut penser à Basil Sansonens, on peut penser à Ludwig Jensen pour les défenseurs, mais devant, tu peux aussi en trouver. Donc, c'est un joli renfort pour Fribourg-Gotteron. Et de ce que j'ai entendu, Jamiro Reber arrivera du côté de Fribourg dès jeudi matin. Il y a encore des petits détails à régler au moment où on enregistre cet épisode sur la licence qui appartient encore à Langnau, qui doit être envoyée à Fribourg, mais normalement ils vont pas venir à cheval, donc ça devrait aller assez vite. Et donc il y a une chance que Jamiro Reber soit sur la glace dès ce week-end dans les prochains matchs de Fribourg-Gotteron. Fribourg qui joue samedi contre Bienne. Donc il n'y a pas d'urgence finalement. Non, mais il y a de bonnes chances qu'il soit là. Les choses se sont faites assez rapidement au moment où les blessés du côté de HV 71 sont revenus au jeu, et donc ça a permis à Jamiro Reber de pouvoir être libéré, alors qu'auparavant, justement, je disais, il jouait un quart d'heure par match, et forcément ça a un petit peu changé les choses. Maintenant, il y a un petit peu moins besoin de lui. Il est de retour du mondial. Avant le mondial, c'était sûr qu'il n'allait pas pouvoir bouger, mais là maintenant, ça amène un petit quelque chose en plus pour Fribourg-Gotteron, une profondeur supplémentaire, un attaquant polyvalent qui peut marquer des buts, qui a du talent. Par contre, c'est pas le 8e étranger attendu depuis. On attendait ça, et finalement, il a sorti une autre surprise, Gert Senezan. Mais l'important, c'est d'avoir des bons joueurs qui rejoignent le club. Je pense que finalement, autant je disais, il faut pas s'attendre peut-être à avoir un impact monstrueux. Et encore, on sait pas. Hein. Jan Dort, l'année passée, qui marque en play-off en prolongation. On a eu des Ether et des Nicolet qui ont connu des bons moments. En ce moment, la petite hype, c'est autour de Yannick Boppart, qui a marqué 2 buts, puis qui a marqué aussi son penalty en étant envoyé le premier. Donc, c'est ce qui m'impressionne le plus avec Fribourg-Gotteron en ce moment. Et honnêtement, quand j'ai regardé ça, la forme des 10 derniers matchs au niveau du Corsi, des expected goal for, je me suis demandé si je regardais juste, parce que j'étais là. Il y avait du vert et du rouge, mais le rouge, c'était Simon Seiler à 59%, ou un truc comme ça, ou à 59%, ou à 57%, je sais plus. Et c'était le pire. Alors que des fois, on peut se trouver avec des gars pas bons à 40, et on se dit « Ah ouais, je comprends ». Et puis le bon, il est à 53, 54. Là, le bon, il est autour de 60 et quelques, presque 70%, non ? Ouais, selon les statistiques officielles de la Ligue, le Fribourg-Gotteron, sur les 10 derniers matchs, a 63,47% de expected goal en tant qu'équipe, donc à 5 contre 5. 3,33 expected goal par 60 minutes de glace. C'est monstrueux. La deuxième équipe, c'est Lugano, qui est pourtant très bon, à 2,90. Fribourg est à 3,33. Ouais. Donc meilleur de loin. Défensivement, Fribourg a 1,92 expected goal against par 60 minutes de temps de glace à 5 contre 5. C'est la deuxième équipe. Donc, et juste Zurich est légèrement meilleur. Par contre, offensivement, Zurich est très loin de Fribourg-Gotteron, ce qui donne un 63-47, et derrière Lugano 58 et des brouettes. Donc oui, Fribourg-Gotteron sur les 10 derniers matchs est vraiment, vraiment bon. Le powerplay le powerplay produit, mais surtout le powerplay est
ultra dangereux. C'est le deuxième meilleur powerplay de la ligue sur les 10 derniers matchs en termes d'expected goal à 54. Et justement, tu le dis, ça se fait aussi sans Marcus Sørensen qui est blessé sur les derniers, pas sur les 10 évidemment, mais sur les derniers matchs, c'est sans Marcus Sørensen. Mais malgré ça, la machine fribourgeoise, elle a quand même l'air de pas souffrir finalement des absences, des rentrées de certains joueurs, des changements de ligne. À un moment, il y a Marchand qui est blessé, on fait rentrer des jeunes. Et ça semble pas trop les perturber. Hein. Moi, ça semble pas du tout les perturber, exactement. Et je me suis demandé est-ce que maintenant, ces statistiques-là, et vu qu'on est après une quarantaine de matchs, on va dire, on voit la patte Rönnberg. Est-ce que on peut se dire que maintenant, ce que Roger Rönnberg, ce qu'on attendait, et je me faisais la même réflexion finalement pour Sam Hallam à Genève, à cela près que Sam Hallam coachait et coach encore une sélection nationale, donc il n'a pas tout le temps les gars, alors que Rönnberg coachait un club, une organisation au jour le jour, pendant des années, et de voir ces stats comme ça, de voir le club progresser à ce niveau-là, je me dis, là, sans doute que la patte de l'entraîneur, le fait que le système commence à être compris. Évidemment, les individus d'ajouter Glauser comme défenseur va te permettre, on le voit avec Lausanne, qui est un petit peu moins bon. Tu parlais de Glauser et Frick qui partent. Tu les mets ailleurs. Tu as Ludwig Johnson qui est pas mauvais. Tu as Nemeth aussi, tu as Kapla. Enfin, tout d'un coup, le puzzle semble être... bien prendre du côté, ou la mayonnaise semble bien prendre du côté de Fribourg en ce moment, et je me dis que ça peut pas ne pas être en rapport avec le coach. Ouais, tu parlais beaucoup de la défense, mais t'as Biasca qui a 20 points, dont 11 buts en 33 matchs. Mais on l'attendait aussi. Donc. Ouais, mais ce qui manquait aussi à Fribourg les années précédentes, c'était des joueurs qui sont capables de marquer des buts. Et là, t'as Delarose qui en est à sa quinzaine, Biasca 11, Berchi 10, Kapla 10, Schmidt 9, Sørensen 8, Sprunger 8. Il y a peu de joueurs au-dessus de 10, il n'y en a que 4, enfin 10 c'est au-dessus. Mais par contre, avec des 9, 8, 8, 7, 7 entre Borgström, Marchand qui ont 7 buts, même Valmark qui a joué que 21 matchs. Ouais. Mais il a 6 buts. Ça me fait penser à Lausanne quand on faisait, est-ce que c'était l'année passée ou l'année d'avant, où on listait et on disait qu'il y avait il y avait de la profondeur sur les buteurs. Exact. Donc là, l'arrivée de Jamiro Reber, je dis pas qu'il va rajouter son but tous les 2 matchs non plus, on est bien d'accord, il faut garder les attentes assez basses. Par contre, si on compare le Götteron 24-25 qui n'est pas de Rönnberg, même si on sait les histoires, il y a eu la moitié Aymon, donc là voilà, et l'autre moitié Leuenberger qui était en contact, mais voilà. Offensivement, le Fribourg de cette année est largement plus dominant en termes d'expected goal à 55, et défensivement c'est le même. Donc en fait, il y a la grosse différence, c'est dans l'impact offensif, c'est passé de 2,47 par 60 minutes à 55 expected goal à 2,83. Et derrière, c'était 2,03, maintenant c'est 2,00. Donc défensivement, ça n'a pas bougé, le step c'est vraiment fait offensivement. Et ce qu'il fait, il s'est fait offensivement parce qu'il y a plus de talent offensif, sûrement, mais il y a aussi la patte Roger Rönnberg, j'imagine, et je pense que c'est ces deux choses mises bout à bout qui font qu'on voit une grosse différence de ce côté-ci de la glace. Je me suis demandé aussi, en regardant Off the Rush, en position, soutenue en zone offensive, est-ce qu'il y avait un secteur où Fribourg dominait, et maintenant de tête, je ne l'ai plus comme ça, mais je sais qu'ils sont assez bons. Off the Rush, c'est la meilleure équipe de la Ligue, à égalité avec Lugano. L'année dernière, Fribourg était milieu de classement. Donc Fribourg est un petit peu meilleur dans cette situation-là. Donc Off the Rush, c'est en contre-attaque, on va dire. Ouais. C'est les occasions créées moins de 5 secondes après avoir récupéré le puck en zone défensive. Donc Götteron, une équipe qui va vite vers l'avant. Mais ça, il suffisait juste d'écouter le discours de Roger Rönnberg depuis son arrivée, où c'était clair que c'était vers ça qu'allait tendre cette équipe de Fribourg-Gotteron. Ils se sont préparés aussi en fonction, parce que tous les joueurs l'ont dit unanimement que la préparation était extrêmement dure. Ils n'ont pas dit que c'était la meilleure préparation de l'histoire. C'est après 27 années consécutives à Fribourg, c'était la meilleure de l'histoire. Ça fait quelques années qu'ils ont arrêté de le dire. Peut-être qu'ils se sont rendus compte que la blague avait suffisamment été faite. J'essaie de me rappeler le nom du Knutti. Voilà, Knutti. Bruno, c'est ça? Ouais. La meilleure de l'histoire. Mais voilà, mais il disait par contre, là, je pense qu'il y en a qui disaient ça doit être l'une des plus compliquées qu'on ait eu, parce que justement, ils savent que le jeu de Roger Rönnberg est hyper énergivore. Ouais. Et donc, c'est quand même il faut se préparer à encaisser cette charge, on va dire. Par contre, où c'est intéressant, c'est que cette bonne phase-là intervient sur cette période avant et après la Coupe Spengler. Moi, c'est ça que j'allais dire. Et ça n'a pas semblé trop les déranger. Alors, ils ont joué que 3 matchs durant la Coupe Spengler. Finalement, c'était une semaine comme une autre. Ils ont joué une semaine à 3 matchs. Il y a eu des renforts. Tout le monde n'a pas joué les 3 matchs non plus.
Donc j'ai l'impression que cette Coupe Solaire leur a pas coûté trop d'énergie, sachant que dans 15 jours, c'est la fin de cette... Enfin, dans 2 semaines et demie, c'est la fin de ce petit marathon du mois de janvier. Et moi, ce que je trouve le plus intéressant concernant Fribourg-Gotteron, c'est qu'en mettant 7 points en banque sur les 3 matchs, les 3 derniers matchs, avec ces 2 victoires en prolongation contre Langnau et Zug et la victoire dans le dernier match contre Lausanne, contre Lausanne, 4-0 à Lausanne, c'est que tu te mets 12 points d'avance sur Rapperswil à 12 matchs de la fin de la saison. Rapperswil en a 13, mais pour Fribourg, plus que 12 matchs. Et là, avec les blessés, ça permet... Je pense que Gerd Senezan, il est dans un fauteuil actuellement parce qu'il cherche toujours son 8e étranger. Et il a vraiment le luxe de pouvoir attendre. Il n'y a pas d'urgence de dire, mais mon Dieu, on est en train de perdre 4-5 matchs de suite. On est en train de glisser au classement. Il faut vite quelqu'un. Non, il a le temps. Il va pouvoir choisir la bonne personne. Plus les jours passent, plus les clubs vont gentiment lâcher des joueurs, que ce soit en Finlande, c'était sa cible numéro 1, mais là, en Russie, il y en a aussi quelques-uns. Du côté de la Suède aussi, il y aura quelques clubs qui vont gentiment lâcher des joueurs. Donc, pour trouver le bon profil, Gerd Senezan a vraiment des options là. Tu parles de profil, ça me permet de reprendre des questions. Il y en a une qu'on va pouvoir, j'ai envie de dire, évacuer assez rapidement. C'était une question de Lucas qui nous demandait, je voulais savoir si Daniel Sprong, un ex-joueur de NHL, a des saisons de plus de 40 points, qui joue en KHL, puis a une chance de débarquer du côté de la Suisse et notamment de Fribourg pour remplacer Sorensen. Mm-hmm. Toi, tu as tout de suite réglé. On précise, on l'a reçu le mercredi 7 janvier, donc c'était la semaine dernière. Entre-temps, il s'est passé quelque chose, c'est que Sprong a été échangé. Exactement, ouais. Comme Fribourg a de la peine à floquer les maillots des nouveaux joueurs avec un Sprong, ils ont déjà les lettres qui sont déjà prêtes pour certains qui ressemblent un peu. Ça aurait été un bon choix. Donc non, il est parti à Ekaterinbourg, je crois, donc c'est plus un profil. Ça, c'est le problème des podcasts hebdomadaires. On nous écrit des choses qui sont tout à fait intelligentes. À un moment, elles ne le sont plus, mais on lit quand même. Et c'est pour ça qu'on s'est dit que c'était pas perdu d'en parler. C'est un bon profil, hein. 28 ans, donc il a encore du temps devant lui. Il a passé de NHL quand même avec des saisons à plus de 40 points en NHL. C'est ce que disait Lucas. Puis il avait été associé à la Suisse à un moment, non ? Oui, son nom était proposé. Exactement, donc finalement, ça ne sera pas lui, mais je pense que le marché est compliqué, mais il va un petit peu se détendre ces prochains temps. C'est un peu le sentiment que j'ai. Et c'est le bingo Colfax. Ouais, le marché est un peu compliqué en ce moment. J'essaie de me rappeler s'il faisait partie du truc, parce que c'est malheureusement le cas. Le marché aussi, il y a une question sur, je pense à Pierrick Dubé aussi, le nom est sorti comme ça, mais on a une question de Lionel Gagnon. Bonjour à vous, une excellente année, je me réjouis de retrouver vos podcasts. Je ne sais pas si c'est trop tard pour poser une question, c'est jamais trop tard, simplement on le prend à un autre moment. Mais vu le marché sec des joueurs suisses pour la saison prochaine, est-ce que vous pensez que la piste Brennan Othmann, 16e choix de draft en 2021, ayant la nationalité suisse, pourrait atterrir en Suisse l'année prochaine, vu qu'il n'a pas l'air d'être en réussite et dans les plans des Rangers? Merci à vous. Moi, quand j'ai lu cette question, je me suis dit, est-ce que vraiment un choix de première ronde, tu l'abandonnes à 23 ans comme ça? Tu me diras, c'était déjà en 2021 qu'il a drafté. Ça commence gentiment à dater. Maintenant, il a déjà joué il a encore joué 7 matchs cette saison avec les Rangers. Donc, il a 14 points en 23 matchs de HL à 23 ans. Je pense que c'est un joueur qui a... Moi, j'ai plutôt l'impression... S'il était né en Suisse, parti là-bas, dans cette configuration-là, je me dirais peut-être. Là, on parle... Il va être tradé, tu te dis peut-être quelqu'un va lui. Un Ontarien qui est né là-bas, qui a fait tous ses juniors là-bas. Il a cette année à Cloton en 2020, à Holton en 2021. Quand j'étais gamin, je confondais tout le temps les deux, donc ça continue encore maintenant. En 2021, il joue cette saison à Holton avant de repartir en OHL. Mais c'est un Canadien qui va, à mon avis, moins facilement abandonner je dis pas que les Suisses abandonnent, mais il a pas de racines ici qui le ramène là finalement. Donc moi je le vois bien encore continuer un petit peu, mais j'avoue, alors que j'ai pas du tout l'information, c'est juste ma lecture de cette situation me fait me dire qu'il y a sûrement encore un avenir pour lui là-bas. Mais c'est vrai que ce qui est intéressant, alors je pense que si par hasard son agent disait alors voilà, il envoie le CV au club, s'il n'y a pas 14 clubs intéressés, c'est peut-être qu'il y a quand même un problème. Simplement vu le profil, vu le fait qu'il ne te coûte pas de licence suisse, quoi. C'est de licence étrangère. Exactement. Donc, et avec un pédigré comme ça, tu te dis que les scouts n'ont quand même pas fait tout faux.
Et on a vu tellement de fois que des gars qui réussissaient pas en NHL pouvaient totalement réussir en Suisse. En tout cas, je trouvais le nom intéressant et je trouvais que c'était chouette qu'on en parle. Son oncle est le coach de Bern M21. Je dis juste ça comme ça. On parlait de Racine, c'est Robert Ottman, qui est un ancien coach de Bâle en Mayock League, qui a pris les parties assistant à Langenthal notamment, puis là il rentre dans l'arbre de Berne par la porte des U21, donc je dis pas qu'il va aller à Berne, hein. Je dis juste qu'il y a un lien entre Brennan Ottman et ce club. On dit toujours qu'il faut relier les points, mais en même temps si tu relis les points, t'envoies Jamiro Reber à Langnau où il y a Jörg Reber et puis finalement il va à Fribourg, donc ça veut tout et rien dire à la fois. On parle de Bienne qui joue jeudi soir un match qui sera là aussi assez important contre Ambri Piotta. Je dis aussi assez important parce que Bienne, malgré tout, a fait des points, a battu Ajoie 2-1, on le disait lors de la section Paris Sportif. Ils avaient battu Davos après les tirs au but à 2 points, super. Et puis, malheureusement, ils ont perdu 2-1 contre Berne. Et c'est un peu ce match-là, simplement parce que c'est un adversaire direct. Tu peux très bien... la victoire contre Davos, tu te dis super, c'est une victoire de prestige, mais finalement, elle amène pas grand-chose. C'est débile, hein, elle amène 2 points. Mais le problème, c'est que vraiment, ce match contre Berne, il aurait fallu... À la rigueur, tu pouvais perdre contre Davos et tu gagnais ce match et tu mettais 3 points qui te permettait d'inverser la tendance face à Berne. Ouais, c'est exactement ce que je disais la semaine passée. C'est que tu perds contre tes adversaires directs. Et c'est bien joli de battre Lugano, de battre Davos, mais finalement, tes points, ils valent le double quand tu perds contre Berne. Et avant ce début de match contre Berne, Bienne avait 1 point d'avance sur Bienne. L'occasion de prendre 4 points d'avance sur Berne. En gagnant cette confrontation directe contre eux. Là, il se retrouve de nouveau 11e avec 2 points de retard sur Berne. Berne qui va quand même assez bien s'étendre. Et 5 points de retard sur Langnau. Et Langnau qui a 3 victoires en 5 matchs. Donc eux aussi, ils font des points. Puis après, Zug, pour moi, un peu trop loin. Mais entre Langnau qui a 5 points et Berne qui a 2 points, il y en a un des deux qui doit être derrière Bienne en fin de championnat. Et si tu commences à regarder derrière, finalement, Ambri est à 4 points seulement. Et en ce moment, s'il y avait les Colfax italiens, ils diraient Ambri, c'est le moment où jamais. J'ai pas fait de nom italien de Colfax, je pense que c'est mieux pour tout le monde. Mais Ambri se dit on est à 4.2, si on les bat, on revient à 1. Donc là, c'est un peu un détournant. Tu me diras encore un, parce que derrière, c'est Fribourg et Lausanne. 2 déplacements difficiles pour Bienne. Et ensuite, 3 matchs à la maison. Rapperswil, Ajoie, Zurich. Donc c'est ce que je disais la semaine passée avec Ambri, Rapperswil, Ajoie. T'as des matchs prenables à la maison, sachant que Bienne est franchement catastrophique à l'extérieur. Malgré la victoire à Ajoie, 2-1 vendredi, Bienne a de la peine à l'extérieur. Donc ces 2 matchs à Fribourg et à Lausanne, il va falloir d'une manière ou d'une autre tenter d'en gratter un ou l'autre de points. Mais sur les prochains matchs, 4 à la maison, ce qui est la force de Bienne. Moi, j'arrive toujours pas à me dire que Bienne est en train de couler. Elle va pas être au moins, il va pas faire mieux. Il va pas être en play-in. Mais Langnau s'accroche. Langnau joue ce mercredi soir à Ajoie. Ouais. Peut faire des points. Après, ils jouent 4 de leurs 6 prochains matchs à la maison. Il paraît que c'est pas facile d'aller jouer à Langnau. Donc, la lutte entre Langnau, Berne et Bienne, elle est franchement intéressante à suivre. Tu sais que je regarde le classement et je me dis, c'est drôle parce que Rapperswil qui est 7e, goal average négatif. Zug qui est 8e, un goal average négatif. Berne, goal average négatif. Bienne aussi, Cloton, etc. Alors ça, c'est normal. Et puis t'as Langnau qui est 9e, 110-106. Donc finalement, c'est le seul club, on va dire, hors du top 6 qui a un goal average positif. Je sais pas s'il y a beaucoup plus à dire que ça, mais je me dis ça veut quand même dire que ils ont des moyens de gagner et de les minimiser en se disant Bienne va prendre la place, Berne va se sauver, on met qui Ajoie, Ambri, Cloton, Langnau, très bien, ça c'est les 4 qui sont les 4 derniers. J'ai l'impression qu'il y a quand même on va pas dire un gros là,
mais un qu'on n'attendait peut-être pas, qui va potentiellement se planter. On pourrait presque se dire, mais ils ont trop de points d'avance. Mais Zouk, vu la tendance actuelle, est-ce que Zouk pourrait finir 11e finalement? C'est d'ailleurs Non, c'est pas ça, le modèle de projection d'Enes Data, les voit Zouk 10e. Donc glisser, mais arriver juste à se sauver pour quand même jouer le play-in. Ouais, je pense que Zouk, ça m'a l'air un petit peu trop loin, effectivement. Tu parlais justement du modèle de projection de Nezata, il les voit justement juste derrière Zouk, à la 11e place. Bien, devant Ambry, Cloton et Ajoa. Donc Cloton, Ajoa serait le play-out. Ouais. Donc à voir, ça on parlera d'Ajoa un tout petit peu après. Ce qui est un petit peu frustrant avec le HC Bien, c'est que sur toute la saison, Bien est la 6e équipe en termes d'expected goal, à 5 contre 5, ce qui est tout à fait OK. Et sur les 10 derniers matchs, aussi, donc c'est pas une tendance récente. Offensivement, il y a un tout petit peu plus de volume. Défensivement, ça reste un petit peu la même chose. Mais en termes de concrétisation, c'est un tout petit peu plus compliqué du côté de Bien ces temps. Mais dans le fond du jeu, c'est pas si mal. Le jeu de transition est en place, offensivement, défensivement aussi. Le power play, c'est compliqué. Le box play, c'est très compliqué. Et c'est dans ces situations-là, s'ils avaient des situations spéciales un petit peu plus correctes, je pense que Bien serait pas assuré, mais en meilleure position pour attaquer le play-in. J'ai l'impression aussi qu'un Chaika est pas si mal que ça. Même un Marc Sévère qui est arrivé d'Olton fait son jeu en l'occurrence et amène quelque chose dans cette équipe, mais c'est difficile à identifier parce que si on se dit c'est juste des situations spéciales, alors que 6, si t'es 6e sur 14, t'es dans le top 6 en termes d'expected. Peut-être aussi que les gardiens, je crois qu'on en a assez suffisamment parlé en disant que Seteri avait sauvé quand même pas mal de buts. Charlin l'année passée, c'était hors norme, mais Seteri, c'était déjà vraiment pas mal du tout. Puis que cette année, il manque peut-être ce petit aspect. On le mentionnait aussi pour Lausanne en disant comment trouver un moyen de gagner. Et finalement, avec Bien un étage inférieur, c'est un peu la même chose. Trouver le moyen de pas perdre 2-1 à Berne, finalement, d'arriver à inverser le truc et à repartir peut-être avec 3 points dans les moments chauds, en fait. Ouais, ce qui est aussi un petit peu embêtant, c'est que ce match contre Berne, parce que c'est de celui-là qu'on doit parler aujourd'hui, tu commences très mal avec ce but d'Altanen qui vient très vite, et après, sur les 35 premières minutes, Bien est légèrement meilleur que Berne, aussi en termes d'expected goal, pas en termes de shoot, mais en termes de but créé, on va dire, but escompté. Et c'est à ce moment-là qu'Algame met le 2-0. Et derrière, ils reviennent à 2-1 à la 58e, là, de Dionisio qui marque ce 2-1 avec un Seteri qui était sorti. Mais c'est ces moments clés, justement, au moment où tu es tout proche de l'égalisation, bam, tu prends le 2-0. Première minute, quatrième minute, mais tout début de match, mauvaise entame. Et c'est aussi dans ces moments-là que tu vas faire la différence pour faire tomber la pièce de ton côté, et puis Bien, n'y arrive absolument pas. Et tu le disais, le match contre Ambry, là, c'est clairement de nouveau un match à 6 points pour eux. Parce que si Ambry te retalonne, après, qu'est-ce que tu fais ? C'est quoi la solution ? Est-ce que c'est le moment de dire avant les JO, tiens, on libère Philander et puis on essaye de faire, je sais pas, Martin Schneider qui revient à la barre en se disant que c'est... Pour un commando. Je trouve que... Ou t'engages Paolo Duca pour vendredi soir, jeudi, le match contre Ambry. C'est pas bête. Il sera franc-boc. Il va les mordre, je pense, lui-même s'il faut. Tu mets Duca Chereda pour un commande. Les gars, on vous paye un match, on vous paye au point. Vous démerdez. Puis on met une photo de Lombardi sur le truc de l'autre côté pour qu'ils soient vraiment énervés. Blague à part, Ambry, c'est 3 victoires consécutives, 2 fois après le temps réglementaire, mais c'est quand même 7 points sur les 3 derniers matchs. Il y a moyen de leur mettre 7 points dans la vue en gagnant ce match, justement, contre ce match à 6 points, comme tu dis, ou de les voir revenir à 1. C'est précisément ce qu'on appelle un match à 6 pour le HC Ben. Semaine prochaine, on en saura un petit peu plus, ou pas. Ils vont nous faire une bienne, puis ils vont perdre contre Ambry, puis après, ils vont aller gagner à Fribourg. Puis on va se dire, ouais, c'est bien, c'est 3 points, mais quand même, il aurait fallu en mettre... Non, c'est l'histoire de Bienne pour l'instant.
Ce qui nous a fait mousser cette semaine en partenariat avec la brasserie Dr Gabs, c'est la patinoire de Milan, la patinoire des JO, qui n'est plus une sorte de mythe, puisque Greg, tu as pu aller à Milan voir, c'était quoi, les demi-finales de la Coupe d'Italie pour lancer tout ça. La Coupe d'Italie de deuxième division, puis la Coupe d'Italie des meilleures équipes italiennes de ASHL, donc le championnat avec les clubs italiens. T'as récupéré tes doigts parce qu'il faisait froid. Hein. Cramine. On va pas se mentir. C'est la Valachia, en fait. C'est pas fermé partout pour l'instant. Il y a encore des courants d'air. Et je rigole pas. Hein. Il y a encore des courants d'air. Oui, j'ai récupéré mes doigts. Oui, j'étais bien. J'avais une veste. J'aurais dû prendre mon bonnet Colfax que je n'avais pas. Mais bon. D'extérieur, pour les gens qui la verront et qui ont vu des images, hein, ça ressemble à ce qu'on imaginait. C'est une très belle enceinte de l'extérieur. Ça a vraiment de la gueule. C'est au milieu de nulle part. Et donc, ils sont en train justement de créer un quartier là-bas. Je ne sais pas s'ils imaginaient qu'ils soient prêts pour dans un mois. Alors, le quartier n'est pas franchement prêt. Mais la patinoire de l'extérieur, il y a encore beaucoup de boulot. On voit que c'est pas prêt. C'est franchement pas prêt. L'entrée dans la patinoire, il y a de la poussière partout, surtout le premier jour. Il faut dire qu'ils ont arrêté le chantier. Moi, quand je suis rentré pour les matchs du vendredi soir, j'ai croisé tous les gens qui étaient sur le chantier puis qui terminaient à 17h leur shift en fait sur le chantier. Ils avaient le week-end. Donc j'ai vu plein de gens en gilet jaune avec des casques qui sortaient de la patinoire. Donc tu vois vraiment que ils sont encore complètement dans la gonfle. Tout ce qui est carrelage, peinture, etc., c'est pas fait, c'est des finitions. Qu'on soit clair. Les douches à l'italienne, c'est bon. Ça, j'ai pas pu aller voir. Mais il y a encore des bâches partout. Quand je suis rentré dans la patinoire, ils étaient en train de bâcher toute la partie hospitalité par des bâches noires pour essayer de voir, pour essayer de masquer finalement le fait que c'était pas prêt. Par contre, du côté des organisateurs, on nous a dit on est là où on imaginait être. Alors je pense qu'ils imaginaient être là il y a un mois. Hein. Je pense qu'il y a 6 ans ou 7 ans, quand ils ont donné les Jeux Olympiques à Milan, je pense qu'ils ne se sont pas dit on va trembler jusqu'à mi-janvier pour voir si le tournoi aura lieu. Je rentre avec une certitude. Oui, le tournoi aura lieu. Il n'y aura pas des matchs qui auront lieu à Biasca et à Lugano pour compenser. À Moncton, comme certains proposaient, ou à Halifax, en disant c'est bon, la NHL, on va pas faire bouger les gars. On fait ça sur le continent américain. Oui, bien sûr. Il n'y a pas un New Milano quelque part aux États-Unis. On organise à New Milano, comme ça on est bon. Ça aura lieu, les joueurs de NHL, il n'y a rien qui fait dire à personne là-bas que les joueurs de NHL ne viendront pas. Surtout maintenant. Hein. Plus les jours passent, moins le risque est grand. Je pense qu'il a existé, ce risque. C'était aussi un moyen de mettre la pression sur les organisateurs en disant les gars, faut arrêter de déconner maintenant. La glace a tenu, on a beaucoup vu les images passer de ce trou lors du premier match auquel j'étais présent justement. Le maître de glace de là-bas, donc pas le Icemeister Klaus Zaug, le Icemeister des Jeux Olympiques s'appelle Dan Moffat, qui est canadien, nous a fait parvenir un statement. On voulait lui parler, les journalistes présents. Il nous a fait parvenir un statement à Chris Johnson, notamment de The Athletic, qui est venu exprès pour voir ça, pour voir à quel point c'était attendu ces matchs. Il y avait même l'insider Chris Johnson qui était là. Et on a eu un statement, c'est normal, la patinoire au début, la glace, il y a des trous avec mais on s'y attendait, on est tout à fait là où on voulait être, là aussi. La seule question en suspens, je pense, aujourd'hui, c'est comment la patinoire va réagir quand il y aura 14 000 personnes, théoriquement, parce que là, il y a encore un des gradins que j'ai toujours pas vu, il était caché derrière un grand une toile noire. Mais quand il y aura 14 000 personnes par rapport à ces 2, 3, 4 000 personnes qu'il y avait lors de ces matchs de Coupe d'Italie, est-ce que vraiment la glace va réagir de la même manière ou est-ce que ça va être un petit peu compliqué ? La chaleur que génère justement, 14 000 personnes. Ouais. La chaleur que génère des portes fermées, parce que ce n'était pas le cas ce week-end. Les portes ouvertes, les murs ouverts, il faisait franchement une température, si ce n'est négative, aux alentours du 0. Quand il fera 15 degrés, que ce sera tempéré, ou même peut-être 20, soyons fous, et que ce sera tempéré, je pourrais imaginer que ça change la donne. Après, c'est les professionnels qui gèrent ça. C'était selon eux pas un problème. Je me réjouis de voir, mais on rentre de Milan, je pense les gens qui étaient présents en se disant bon, faudra pas regarder les petites fissures dans les coins, les trucs comme ça, mais au moins ça aura lieu. Et je pense que mi-décembre, on n'en était pas si sûr. On termine cet épisode, j'allais dire de manière... attendu avec le HCA Ajoie. On a l'impression qu'on aimerait... On avait fait des épisodes où on commençait par Ajoie pour pas justement les foutre chaque fois au cul de l'épisode. Mais
du côté du Jura, qu'est-ce qu'on peut dire? Et on se faisait aussi un peu la réflexion avec Geoffrey Vauclair l'autre jour en disant qu'est-ce qu'on peut dire de différent de ce qu'on a dit il y a une semaine, de ce qu'on a dit la plupart de la saison finalement. On a l'impression que Ajoie joue pas si mal que ça, tient le coup, mais ça passe pas. Et ça passe pas parce que la pièce tombe pas du bon côté à cause de le tir est passé à côté, mais c'est plutôt il manque quelque chose. Et tu mettais en exergue il y a pas si longtemps les joueurs suisses qui sont meilleurs que l'année passée. Mais sans Turkulainen, c'est quand même vraiment compliqué en ce moment pour Ajoie de simplement n'avoir ne serait-ce qu'une petite victoire, quoi, pour avoir un petit moment de joie, pour reprendre le terme que tu as utilisé avec Ville Peltonen. Ouais, effectivement, là, sur les 10 derniers matchs, Ajoie est pas bon en termes d'expected goal. Et pas loin dans certains matchs. Grappille un point par-ci, gagne une fois en 60 par-là. Mais en termes d'expected goal, c'est franchement pas la folie. Moi, ce qui je trouve le plus dommage, c'est que depuis que Ajoie est monté en 21-22, la pire saison en termes d'expected goal, c'est la première avec 26,8. Ça veut dire que 3/4 du temps, c'était des chances contre Ajoie et un quart du temps, c'était en leur faveur. C'était la pire à 55. La 23-24, c'est un peu pic Ajoie, c'est 41,37. Ajoie était presque pas dernier, il y avait Langnau qui était juste devant. Et là, c'était vraiment une courbe vers le haut toutes les années. Et sur les 2 dernières saisons, malheureusement, on était passé de 41 à 39. Puis là, on redescend à 36 et des brouettes. Ouais. Et donc, en fait, la tendance qui était positive sur toutes les premières saisons, sur les dernières, la saison dernière, elle a, on va dire, plutôt stagné ou légèrement en descente. Et là, il y a de nouveau un creux. Et par rapport à la première saison, par contre, ce qui est beaucoup mieux, c'est que défensivement, ça tient mieux la route. C'est une équipe qui est un peu plus structurée. Par contre, offensivement, ça ne progresse pas autant ça progresse pas autant offensivement que ça progresse défensivement, et c'est là où ça pêche toujours un petit peu. Pourtant, on le dit, il y a des joueurs suisses qui ont un petit peu d'impact. Il y a des buts qui viennent de la part de joueurs suisses, qui n'était pas du tout le cas, par exemple, la saison dernière. Mais la saison dernière, il y a eu des étrangers qui ont été présents déjà. Alors oui, il y a eu des blessures aussi. Très présents, Nettinen et Turkulainen notamment. Exactement. Mais là, cette année, ils sont aussi pas aidés par les circonstances. On avait aussi eu un Bellemare quand il était arrivé, qui avait eu un impact immédiat sur le jeu du HCA. Là, c'est pas franchement le cas, et c'est aussi là que c'est un petit peu en train de devenir pénible à suivre aussi, ou à jouer pour eux finalement. T'en viens presque à dire vivement la fin de la saison pour pouvoir avoir des matchs qui auront un enjeu, continuer de se préparer. Greg Harland a fait une interview qu'on a publiée sur Blix ce mercredi matin, où lui il dit qu'il aime bien la passion, l'enthousiasme de cette équipe, et ça c'est le point que je mets en avant et que je trouve positif, c'est-à-dire mentalement cette équipe est encore présente et ils n'ont pas lâché l'affaire, et ça c'est le meilleur signal qu'on puisse avoir aujourd'hui. Ouais, t'espères aussi quand même que justement il lâche pas l'affaire. Il savait qu'il pouvait se bagarrer, on va dire, peut-être pour la place. Honnêtement, en début de saison, ils estiment peut-être qu'ils veulent essayer d'accrocher le play-in. Hein. C'est tout ce que. Je ne comprendrais pas que l'équipe se dise non, nous on a envie, on sait qu'on va finir 14e. Mais après, il y a la vérité de la glace qui prend le dessus, et tu te dis, tiens, peut-être que effectivement le play-in c'est compliqué, mais on peut peut-être essayer de viser la 12e place. Et puis, progressivement, non. Et c'est ça qui est fort de la part aussi d'Ajoie, de ne pas lâcher, bien évidemment. Mais je me dis qu'en tant que joueur professionnel, tu es obligé de te raccrocher à quelque chose, parce que sinon, autant abandonner. Puis écoutez, nous, les matchs qui viennent, là, vous nous mettez 5-0 par forfait, puis on attend tranquillement le premier match du play-out. On attend avec impatience de savoir quel sera notre adversaire. On n'aura pas l'avantage de la glace, mais c'est pas grave. Et puis que ce soit Cloton, Ambry, peu importe, on sera prêt. Et je me dis non de la part de ces gars. J'arrive jamais à me dire que des sportifs professionnels peuvent penser comme ça, et ça me conforte dans l'idée que, bien évidemment, que non, quoi. Ajoie est actuellement sur une
courbe qui les amènerait à 39 points cette saison, que c'est le même total que la saison dernière. Il y a 2 saisons, c'était 46. Donc aussi, ce que je disais, le fait qu'il y a une régression, elle se voit aussi au niveau des points encaissés, enfin engrangés. Je me rappelle. 46 saison dernière, pardon. Ouais, je me rappelle, on se disait, peut-être qu'ils peuvent taper les 50. C'était un peu... C'était ça la question avant la saison. Alors, là, il manquerait 21 points par aux 50 points, ça veut dire 7 victoires sur les 13 derniers matchs. Ça va être un petit peu compliqué, mais s'ils pouvaient au moins arriver à taper les 40-42 points pour avoir une saison qui est OK. Mais oui, là, si on est malheureusement juste fataliste, c'est que les 3 derniers matchs d'Ambry remportés les 7 points en banque, ça fait qu'Ambry est passé de 38 à 45, pendant qu'Ajoie gagne qu'un point. Donc il y avait une dizaine de points d'écart, maintenant il y en a 16. Ce sera la dernière place, puis on en a déjà parlé la semaine passée. Honnêtement, il faut juste espérer que Cloton continue de dégringoler, parce que je pense vraiment que s'il y a une équipe qui est prenable dans ce bas de classement, c'est Cloton actuellement. Ça fait depuis le début de saison que moi je trouvais que cette équipe, elle me faisait pas plus rêver que tant, on va dire ça comme ça. Et là, c'est en train de devenir compliqué aussi pour Cloton, qui est à la lutte pour éviter le play-out. Je dis pas que Cloton va perdre contre Ajoie sur un play-out. Par contre, si Ajoie joue bien Ambry ou Berne, je pense que ça passe pas. Cloton, ça a une chance. Eh bien, on est au terme de cet épisode numéro 22 de la saison 8 de Colfax. Merci pour votre fidélité. On est présent sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, pour répondre à vos éventuelles questions, surtout pour les récolter. Et après, on y répond celles auxquelles on peut durant l'épisode. Merci pour ceux qui nous écrivent, c'est toujours un plaisir. Merci aux personnes qui nous croisent et qui nous spontanément disent bonjour. Ça fait toujours très plaisir. Abonnez-vous sur Spotify, on est aussi présent sur YouTube, Apple Podcast, où vous voulez. Pas d'épisode bonus cette semaine parce que pas d'annonce de Patrick Fischer en toute fin de journée. On ne sait jamais si et Lausanne, et Gauthieron, et Genève virent un coach dans la journée. Peut-être qu'on pourrait imaginer revenir, mais je doute que ce soit le cas. Donc, on se revoit la semaine prochaine. On se reparle surtout la semaine prochaine. Puis d'ici là, prenez soin de vous et bon match. À tout bientôt.